Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent avancer dans la vie avec une aisance presque mystérieuse, comme si elles détenaient une carte secrète que les autres ignorent? Ce n'est pas de la magie, ni de la chance, c'est de la maîtrise. Le succès laisse toujours des traces, et ceux qui savent les lire transforment leur existence. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment Jim Rohn nous invite à devenir de véritables étudiants du succès. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous entendrez pourrait raccourcir votre chemin vers vos plus grands objectifs. 1. Le succès laisse des indices. Le succès, selon Jim Rohn, n'a jamais été un coup de chance. Ce n'est pas une loterie où seuls les plus fortunés ou les plus favorisés tirent le bon numéro. Non, le succès est un ensemble de traces, de pistes, d'empreintes que les personnes accomplies laissent derrière elles. Jim Rohn disait « Le succès laisse des indices ». Et lorsque l'on comprend profondément la portée de cette phrase, notre rapport au progrès change entièrement. Vous cessez de croire que seule une minorité est destinée à réussir, que seuls certains élus connaissent une voie secrète. Au lieu de cela, vous réalisez que chaque acte, chaque habitude, chaque choix de ceux qui ont réussi constitue un indice précieux que vous pouvez observer, analyser et utiliser pour construire votre propre ascension. Le succès n'est donc pas un mystère, mais un modèle. Pour comprendre cet état d'esprit, imaginez un détective qui arrive sur une scène. Rien ne lui est expliqué. Personne ne lui offre la réponse. Pourtant, à travers les traces laissées, il peut reconstruire l'histoire. Il peut comprendre ce qui s'est passé, comment et pourquoi. Il procède non pas par magie, mais par observation. Dans votre vie, il en va de même. Les personnes inspirantes, celles qui ont obtenu des résultats exceptionnels, laissent des preuves tangibles. Leur manière de parler, leur façon de penser, leur routine quotidienne, le type de personnes qu'elles fréquentent, les livres qu'elles lisent, la discipline qu'elles appliquent, les sacrifices qu'elles acceptent. Si vous apprenez à observer ces indices sans préjugés, vous possédez déjà la moitié de la carte du trésor. Le problème, c'est que beaucoup de gens regardent le succès comme un phénomène mystérieux, presque magique. Ils voient la réussite finale, le résultat, la gloire, les récompenses, mais ils ne regardent pas le processus. Ils ne voient pas les nuits blanches, les doutes, les remises en question, les décisions difficiles, les habitudes répétées encore et encore jusqu'à devenir un art. Ils ne veulent pas voir ce qui se cache derrière la scène. Pourtant, c'est justement là que se trouvent les indices. Jim Rohn insistait sur ce point. Ce n'est pas ce que les gens réussissent qui importe, mais ce qu'ils ont fait pour réussir. Quand vous adoptez cette perspective, tout change. Au lieu d'admirer les réussites comme des miracles, vous commencez à les analyser comme des modèles. Vous cessez de naviguer à l'aveugle. Vous commencez à comprendre pourquoi certaines personnes avancent vite alors que d'autres stagnent. Vous voyez des schémas, les personnes disciplinées progressent, celles qui procrastinent s'éloignent. Les individus qui investissent dans leur apprentissage évoluent. Ceux qui se reposent sur leurs acquis s'effondrent. Ceux qui gèrent bien leur temps rayonnent. Ceux qui le gaspillent s'enlisent. Le succès n'étant pas un hasard, il devient possible de le reproduire. Vous pouvez donc vous créer un plan d'action basé sur les preuves observées. Vous pouvez ajuster votre attitude, affiner votre vision, adopter de nouvelles habitudes. En comprenant les indices laissés par les autres, vous devenez plus stratégique, plus lucide, plus intentionnel. Chaque observation devient un levier. Chaque modèle devient un raccourci. Chaque exemple devient une preuve que vous aussi, vous pouvez accomplir beaucoup plus que ce que vous imaginez. En fin de compte, le succès est comme un langage. Ceux qui ont réussi le parlent couramment, mais ce langage peut être appris. Les indices sont les lettres, les habitudes sont les mots, les routines sont les phrases. À force de pratiquer et d'observer, vous devenez vous-même un traducteur de la réussite. Et lorsque vous maîtrisez ce langage, vous n'avancez plus au hasard. Vous avancez avec clarté, intention et puissance. Voilà pourquoi pour Jim Rohn,
La première étape vers la réussite consiste tout simplement à ouvrir les yeux, à observer attentivement et à comprendre que le succès laisse toujours des indices. À vous de les lire. 2. Étudier les gagnants. Étudier les gagnants, selon Jim Rohn, n'est pas un exercice théorique ou une activité intellectuelle secondaire. C'est une démarche fondamentale, presque sacrée, dans la quête de transformation personnelle. Car les gagnants ne sont pas seulement des personnes admirables, ce sont des bibliothèques vivantes. Ils sont faits d'histoire, de décisions, de sacrifices, de discipline, de stratégie, et chaque détail de leur parcours contient des leçons que vous n'avez pas besoin d'apprendre de manière douloureuse. Jim Rohn affirmait souvent qu'il est impossible de devenir meilleur en observant uniquement ceux qui n'avancent pas. Si vous voulez progresser, vous devez observer ceux qui ont déjà parcouru la route que vous rêvez d'emprunter. Les gagnants offrent à chacun de nous une opportunité rare, celle de comprendre le chemin sans devoir tout découvrir par essai-erreur. Leurs livres sont des mentors à couverture, leurs discours sont des écoles gratuites. Leurs comportements sont des modèles silencieux qui enseignent plus que n'importe quel professeur théorique. En les étudiant, vous ne faites pas que vous inspirer, vous vous instruisez. Vous apprenez à mieux penser, mieux agir, mieux décider. Vous gagnez un raccourci, un avantage que beaucoup négligent par ignorance ou par orgueil. Dans la société moderne, l'accès aux gagnants est devenu encore plus simple. Vous n'avez pas besoin de connaître personnellement un milliardaire, un écrivain célèbre, un athlète ou un entrepreneur accompli. Leurs interviews sont disponibles, leurs biographies sont publiées, leurs conférences sont accessibles, leurs habitudes sont analysées. Autrement dit, ils partagent publiquement des secrets que leurs ancêtres gardaient précieusement pour une élite. Il serait presque irresponsable de ne pas en profiter. Mais étudier les gagnants, ce n'est pas seulement lire leurs succès, c'est surtout analyser leurs luttes. Car les personnes accomplies ne sont pas fortes parce qu'elles n'ont jamais chuté. Elles sont fortes parce qu'elles se sont relevées plus souvent que les autres. Elles ont résisté à l'échec, au doute, aux critiques, à la peur. Et c'est là que réside la valeur de leur témoignage. Leur parcours prouve que la réussite n'est pas réservée à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui n'abandonnent jamais. En étudiant les gagnants, vous apprenez également à penser différemment. Vous réalisez que les personnes à succès ont une vision longue. Elles ne prennent pas des décisions pour aujourd'hui, mais pour demain, dans 1 an, dans 10 ans. Elles savent que chaque choix crée une conséquence. Elles comprennent l'importance des habitudes, l'influence de l'environnement, la puissance de la discipline. En les observant, vous commencez peu à peu à adopter leur mentalité, leurs réflexes, leur maturité émotionnelle. Étudier les gagnants, c'est aussi comprendre qu'ils ne sont pas exceptionnels par nature. Ils sont exceptionnels par effort. Ils ont cultivé leurs compétences, renforcé leurs faiblesses, développé leur caractère. Et cela signifie une chose capitale. Ce qu'ils ont fait, vous pouvez le faire aussi, si vous êtes prêt à vous engager. Au fond, étudier les gagnants transforme votre perception de ce qui est possible. Cela agrandit votre horizon, cela nourrit votre courage, cela redonne de l'espoir. Car lorsque vous voyez qu'une personne venant de rien, sans privilèges, sans réseau, sans ressources, a réussi grâce à la persévérance et à la stratégie, vous comprenez soudain que votre propre histoire peut prendre un tournant extraordinaire. Les gagnants deviennent alors bien plus que des modèles. Ils deviennent des miroirs où vous apercevez votre potentiel. Voilà pourquoi Jim Rohn recommandait de passer plus de temps à étudier les gagnants qu'à juger les autres. Car ce que vous observez régulièrement, vous finissez par l'imiter, et ce que vous imitez, vous finissez par devenir. 3. Apprendre des échecs. Pour Jim Rohn, l'échec n'est pas une tragédie, c'est une révélation. Ce n'est pas un arrêt brutal, mais une pause obligatoire qui vous montre ce que vous devez ajuster, améliorer, comprendre ou abandonner. L'échec contient un message, parfois brutal, mais toujours utile. Là où la majorité voit une humiliation, Jim Rohn voyait une formation accélérée. Il disait souvent « Les perdants se plaignent, les gagnants étudient ».
Et toute la différence réside dans cette attitude, car l'échec est universel. Tout le monde échoue, les grands, les petits, les riches, les pauvres, les ambitieux, les hésitants. L'échec ne choisit personne, mais seuls certains savent l'utiliser. La plupart le vivent comme une malédiction. Ils se découragent, abandonnent, se disent que la vie est injuste. Mais les gagnants, eux, se posent toujours une question essentielle. Qu'est-ce que cette difficulté essaie de m'enseigner? Et cette simple question transforme tout, car elle vous place dans une posture d'élève, pas de victime. Elle vous donne du pouvoir. Elle vous permet d'extraire de l'échec la sagesse qu'il contient. Vous commencez alors à comprendre que l'échec n'est pas contre vous, mais pour vous. Il vous révèle vos erreurs, vos faiblesses, vos angles morts. Il vous montre ce qu'il faut corriger avant d'avoir accès au niveau supérieur. Apprendre des échecs, c'est aussi apprendre des autres. Il existe deux types d'écoles dans la vie. L'expérience personnelle, souvent coûteuse et douloureuse, et l'expérience des autres, infiniment plus rapide et moins risquée. Jim Rohn recommandait toujours d'étudier les trajectoires brisées, les entreprises qui ont échoué, les relations qui ont implosé, les carrières qui se sont arrêtées trop tôt, non pas pour juger, mais pour comprendre, car l'échec des autres peut devenir un raccourci pour vous. Lorsque vous observez un échec, posez-vous des questions. Pourquoi cela s'est-il produit? Quels signaux ont été ignorés? Quelle décision a été mal évaluée? Quel comportement a déclenché la chute? Quelle croyance a empêché la progression? En cherchant ces réponses, vous développez une intelligence rare, l'intelligence préventive. Vous n'attendez plus de vous brûler pour apprendre que le feu brûle. Vous apprenez en regardant ceux qui se sont déjà brûlés. C'est une économie de temps, d'énergie, d'erreurs. C'est une stratégie d'évolution accélérée. L'échec vous apprend aussi l'humilité. Il vous rappelle que vous n'êtes pas invincible, que vous pouvez vous tromper, que la vie ne suit pas toujours vos plans. Cette prise de conscience est essentielle car elle vous ancre dans la réalité. Elle vous évite l'arrogance. Elle vous oblige à rester flexible, ouvert, adaptable. Mais l'échec vous révèle également votre force. Car c'est dans les moments où tout s'effondre que vous découvrez ce que vous êtes réellement capable de supporter. C'est lorsque tout va mal que vous découvrez votre courage, votre persévérance, votre capacité à vous relever. L'échec devient alors un miroir, un test, une purification de votre caractère. Au final, l'échec n'est pas votre ennemi. Il est votre professeur. Un professeur exigeant, parfois sévère, mais incroyablement honnête. Et si vous acceptez d'apprendre à son école, vous devenez plus intelligent, plus résilient, plus sage. Vous développez une profondeur que ceux qui fuient l'échec ne posséderont jamais. Pour Jim Rohn, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas le nombre d'échecs vécus, mais ce qu'ils décident d'en faire. Ceux qui échouent et apprennent deviennent puissants. Ceux qui échouent et se plaignent deviennent prisonniers de leur histoire. L'échec est donc un carrefour. Il peut être une fin ou un commencement. Et vous seul décidez de la direction. 4. Modéliser l'excellence. Modéliser l'excellence, c'est comprendre une vérité fondamentale souvent répétée par Jim Rohn. Le succès est prévisible. Cela signifie que le succès n'arrive pas par hasard, qu'il n'est pas réservé à quelques privilégiés dotés d'un talent mystérieux, mais qu'il est le résultat d'un ensemble de comportements, d'habitudes, de décisions et de disciplines que l'on peut observer, analyser et reproduire. Lorsque vous regardez quelqu'un qui a déjà atteint les résultats que vous souhaitez obtenir, vous ne regardez pas un miracle, vous regardez un modèle. Ce que cette personne sait, vous pouvez l'apprendre. Ce qu'elle fait, vous pouvez le faire. Ce qu'elle incarne, vous pouvez l'incarner. Modéliser ne consiste pas à copier aveuglément, comme un robot qui imite chaque geste sans comprendre le sens derrière l'action. C'est un processus intelligent, conscient, où vous identifiez les principes, les stratégies et l'état d'esprit qui ont permis à quelqu'un d'aller plus loin que la moyenne.
c'est analyser les habitudes quotidiennes, la façon de penser, la manière de gérer les émotions, la discipline face aux obstacles et la vision long terme qui guide chaque choix. Lorsque vous décidez de modéliser une personne exceptionnelle, vous commencez à comprendre que le succès laisse des indices partout. Un entrepreneur performant a des routines matinales, un système de gestion du temps, une rigueur dans l'exécution, une attitude face aux risques. Un athlète professionnel a une constance à l'entraînement, une hygiène de vie stricte, une capacité à rester focalisé malgré la pression. Un grand communicateur a étudié l'art de parler, a répété, corrigé, amélioré chaque geste, chaque pause, chaque intonation. Rien n'est hasard, tout est schéma, et tout schéma peut être reproduit. Modéliser l'excellence, c'est aussi comprendre que vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue. Beaucoup veulent créer une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie, un nouveau système, pensant qu'une invention personnelle vaut plus qu'une technique éprouvée. Mais la vérité est simple. Les choses qui fonctionnent fonctionnent pour une raison. Vous pouvez les adapter à votre personnalité, à votre contexte, à vos objectifs. Mais la base reste la même. Copier les actions efficaces n'est pas un manque de créativité, c'est un acte d'intelligence. Modéliser, c'est vous placer sous la tutelle d'un mentor, même si vous ne le connaissez pas en personne. Vos mentors peuvent être vivants ou morts, proches ou lointains, accessibles ou uniquement présents dans des livres ou des vidéos. L'important n'est pas la relation directe, mais la transmission des principes. Et lorsque vous adoptez les principes d'un modèle qui a réussi, vous raccourcissez votre courbe d'apprentissage. Ce que cette personne a mis 20 ans à comprendre, vous pouvez le comprendre en 6 mois. Ce qu'elle a appris par essai et erreur, vous pouvez l'apprendre en observant et en appliquant. Ce qu'elle a souffert pour découvrir, vous pouvez le recevoir comme un cadeau. Modéliser, c'est accélérer. Modéliser, c'est éviter l'inutile. Modéliser, c'est choisir la voie la plus intelligente vers vos objectifs. Mais modéliser suppose aussi de l'humilité. L'humilité d'accepter que quelqu'un sait mieux que vous. L'humilité d'admettre que vous n'avez pas toutes les réponses. L'humilité de vous mettre en posture d'étudiant, même si vous avez déjà un certain niveau d'expérience. Ceux qui arrêtent de progresser sont ceux qui pensent déjà tout savoir. Ceux qui réussissent, au contraire, continuent d'apprendre auprès de meilleurs qu'eux. Au final, modéliser l'excellence vous montre que le succès n'est pas un mystère, mais une science. Une science que vous pouvez étudier, une science que vous pouvez appliquer, une science qui, une fois maîtrisée, transforme complètement la qualité de votre vie. Car le but n'est pas de devenir une copie d'un autre, mais de devenir la meilleure version de vous-même en vous inspirant de ceux qui ont déjà ouvert la voie. 5. S'adapter continuellement. S'adapter continuellement, c'est reconnaître que le monde change à une vitesse jamais vue auparavant et que la rigidité est devenue une faiblesse dangereuse. Jim Rohn le répétait souvent, « Ce n'est pas le vent qui détermine la direction du bateau, mais la manière dont vous ajustez vos voiles. » Cette phrase résume parfaitement l'essence de l'adaptation. Vous ne contrôlez pas les événements, les crises, les transformations technologiques, l'évolution du marché du travail, les changements dans vos relations, les bouleversements économiques ou sociaux. Mais vous contrôlez votre capacité à apprendre, à comprendre, à analyser, à décider et à vous ajuster. Ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts physiquement, ni les plus intelligents dans le sens académique, mais ceux qui s'adaptent avec rapidité, souplesse et créativité. L'adaptation n'est pas une faiblesse, c'est un super pouvoir. C'est ce qui permet de survivre, mais aussi d'évoluer, de saisir des opportunités et de se réinventer quand le monde semble s'effondrer. Être adaptable signifie rester un étudiant permanent. Cela veut dire vivre dans un état d'ouverture constante, ouverture à de nouvelles idées, ouverture à de nouveaux outils, ouverture à de nouvelles perspectives. Ceux qui cessent d'apprendre deviennent rapidement dépassés. Car dans un monde en changement accéléré, tout ce que vous savez aujourd'hui peut devenir obsolète demain. Et pourtant, beaucoup s'accrochent à leurs anciennes habitudes, à leurs anciennes croyances,
à leurs anciennes méthodes, même lorsque le monde leur montre clairement qu'elles ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce que le changement fait peur. Il représente l'inconnu, l'incertitude, la perte de contrôle. Mais l'ironie, c'est que refuser le changement crée exactement ce que l'on cherchait à éviter: la stagnation, la perte d'opportunités et finalement l'échec. S'adapter, ce n'est pas abandonner ses principes, ni perdre son identité. C'est comprendre que l'évolution n'est pas une trahison de soi, mais une amélioration de soi. Une version plus intelligente, plus souple, plus consciente. Cela demande du courage, car s'adapter implique parfois de reconnaître que certaines stratégies auxquelles vous étiez attaché ne fonctionnent plus. Cela demande de la lucidité, car vous devez être capable d'observer la réalité telle qu'elle est et non telle que vous souhaiteriez qu'elle soit. Cela demande de l'énergie, car l'apprentissage continu est un effort, mais cet effort est celui qui crée la croissance. L'adaptation est aussi intimement liée à la créativité. Lorsque vous êtes face à un obstacle, vous pouvez soit vous plaindre que ça ne fonctionne pas, soit chercher comment contourner, transformer ou réinventer. Les leaders, les entrepreneurs, les visionnaires, les artistes, les innovateurs, tous partagent une caractéristique essentielle: la capacité à pivoter. Ils changent de direction, de méthode, de stratégie, tout en gardant intacte leur vision. Le monde vous testing. Les crises vous examinent, les défis vous forcent à vous réinventer, et chaque adaptation réussie vous rend plus fort, plus confiant, plus compétent. S'adapter continuellement, c'est finalement accepter que la vie est un mouvement constant. Rien n'est figé, tout change, tout évolue. Vous pouvez choisir de lutter contre ce mouvement en vous accrochant au passé, ou vous pouvez choisir de danser avec le changement, de le transformer en allié. Ceux qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui ont les meilleures circonstances, mais ceux qui ont développé la meilleure capacité d'adaptation. Dans un monde qui avance, la flexibilité n'est pas une option. C'est une condition de survie, mais aussi une voie royale vers le succès. 6. Appliquer ce qui fonctionne. Appliquer ce qui fonctionne, c'est comprendre une vérité puissante. La connaissance seule ne transforme rien. Vous pouvez lire des centaines de livres, écouter des milliers d'heures de conférences, écrire des pages de notes, suivre des formations, regarder des vidéos inspirantes. Mais tant que vous n'agissez pas, votre vie ne change pas d'un millimètre. Jim Rohn le disait clairement. Ce qui manque à la plupart des gens, ce n'est pas l'information, mais l'application. Nous vivons dans un monde où la connaissance est accessible partout, gratuitement, instantanément. Pourtant, ce n'est pas la connaissance qui manque, mais la discipline à passer à l'action. Appliquer ce qui fonctionne commence par un principe simple. Lorsque vous découvrez une idée efficace, testez-la immédiatement. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand j'aurai le temps, mais maintenant. Pourquoi? Parce que la procrastination est le plus grand ennemi du progrès. Chaque jour où vous remettez une action à plus tard est un jour perdu, un jour où vous auriez pu avancer, un jour où vous restez exactement là où vous étiez. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent ne se joue pas dans l'intelligence, mais dans la rapidité avec laquelle ils transforment une idée en action. Appliquer ce qui fonctionne veut aussi dire éviter une erreur courante, chercher l'extraordinaire avant de maîtriser le simple. Beaucoup de personnes veulent des stratégies complexes, des solutions sophistiquées, des systèmes révolutionnaires. Elles cherchent le secret caché, la formule magique. Mais la vérité est que les plus grands résultats viennent des actions les plus simples, répétées avec cohérence. Boire plus d'eau, marcher 20 minutes par jour, lire 10 pages, économiser 10%, revoir un objectif chaque matin, dire non plus souvent, ce sont des gestes minuscules, mais cumulés. Ils créent une transformation gigantesque. Le succès n'est pas un acte spectaculaire, c'est une accumulation de petites victoires. Appliquer ce qui fonctionne demande aussi de l'honnêteté personnelle. Il faut accepter que ce qui fonctionne ne sera pas toujours confortable. La discipline n'est pas agréable, l'effort n'est pas excitant, la constance n'est pas glamour.
Mais ce sont ces actions simples et répétées qui construisent les plus grands résultats. Beaucoup savent quoi faire, très peu le font. Et ce fossé entre savoir et faire est ce qui détermine la différence entre une vie stagnante et une vie en croissance. Ensuite, appliquer, c'est tester, observer et ajuster. Vous n'avez pas besoin de suivre une stratégie parfaite. Vous avez besoin de commencer, puis d'améliorer en chemin. Le progrès est un processus itératif. Vous essayez, vous apprenez, vous corrigez, vous continuez. Vous n'échouez jamais tant que vous utilisez vos erreurs comme information pour avancer. L'application transforme chaque échec en enseignement, chaque difficulté en opportunité d'ajustement, chaque obstacle en source de précision. Enfin, appliquer ce qui fonctionne, c'est se créer un rythme, une mécanique, une habitude. Ce n'est pas l'action exceptionnelle qui construit votre destin, mais l'habitude quotidienne. Vous devenez ce que vous faites régulièrement. Pas une fois, pas de temps en temps, mais chaque jour. Lorsque vous prenez l'habitude d'appliquer ce qui fonctionne, votre vie se transforme de manière prévisible, presque mathématique. L'action crée le momentum. Le momentum crée les résultats. Les résultats créent la confiance. La confiance crée une vie nouvelle. En fin de compte, appliquer ce qui fonctionne est la clé qui transforme la connaissance en pouvoir, l'intention en progrès, le rêve en réalité. Le succès n'est jamais dans les idées, il est dans l'action. Rappelez-vous, lorsque vous étudiez le succès, vous empruntez des décennies en quelques jours. Chaque leçon apprise vous rapproche de la vie que vous désirez. Prenez ces indices, étudiez-les, adaptez-les et avancez.